On est parfaitement dans notre débat, mais on va demander à notre sage et en grand expert de toutes ces questions, à Yves Mathillon, d'intervenir maintenant. Yves Mathillon a, je crois, parmi toutes ses qualités, il en a deux majeures. La première, c'est qu'il a beaucoup changé au cours de sa vie professionnelle et intellectuelle. Et il a réfléchi plus que tout autre, probablement, mais c'est vrai, Yves, aux mutations profondes des métiers, et notamment au moins sur deux sujets, celui de la qualité. Je rappelle quand même que Yves Mathillon a été, non, il est extrêmement modeste, il fait non, mais il a été le premier président, le premier directeur général de l'ANAS, donc il a un des premiers réfléchi à l'évolution de notre système de santé, notamment autour de la qualité, et sur l'interprofessionnalité. Et je crois que c'est de cela dont tu vas nous parler. Merci Jean-Paul, mesdames, messieurs. Comme on dit au Québec, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et si vous voulez, les débats de ce matin illustrent bien la complexité du sujet. Donc, quel que soit le niveau d'expertise, il faut déjà qu'on se mette d'accord, y compris sur l'utilisation des mots. Donc, ce que je vais vous proposer, et je suis content d'avoir écouté Patrick Gasser et Rachel Bocher, parce que finalement, les trois thématiques que m'avait proposé Jean-Paul Ortiz, c'était le devenir de la médecine libérale, l'évolution des métiers et la formation médicale, globalement. Donc, je vous dis que j'étais content d'avoir entendu Rachel Bocher et Patrick, parce que finalement, ils ont traité ce que je ne vais pas traiter du tout avec vous. C'est-à-dire, devenir de la médecine libérale, c'est une des modalités d'exercice de la médecine. Rachel Bocher a parfaitement bien illustré l'exercice dans un contexte public, dans un contexte de salariat, par symétrie, et puis on voit très bien à l'avenir la possibilité, ou même d'ores et déjà des concrétisations aujourd'hui, d'exercices mixtes. Bon. Donc, moi, je reviens pas là-dessus parce que ça a été déjà traité, le sujet est complexe. Je reviens quand même sur un point précis. C'est la reconnaissance sociale. Je parlais de reconnaissance sociale. Moi, je suis assez intéressé de voir quelle est la reconnaissance sociale qu'on propose à la médecine. Et là encore, j'ai organisé il y a un an le séminaire de la Fédération des omnipraticiens des médecins du Québec. Je les ai fait venir à l'Académie de médecine et j'ai été intéressé d'écouter leurs réflexions. Ils m'ont dit, mais comment se fait-il que vous, en France, on vous reconnaît un acte à 30 $? À partir du moment où une société, les institutions sociales, reconnaissent une valeur d'un remboursement identifié, je veux dire, les acteurs sociaux et professionnels vont s'adapter. Moi, j'explique très bien pourquoi la plupart des étudiants en médecine, quand je leur demande, vous voulez faire quoi? Ils me disent, bah, tout sauf la médecine générale. Alors, non, je force un peu le trait. Nous sommes là pour essayer d'avoir quelques accords. Mais je fais un exemple. Moi, j'ai fait pendant 10 ans de la médecine interne. Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'il n'y ait pratiquement plus de pédiatres, qu'il n'y ait pratiquement plus de psychiatres, qu'il n'y ait pratiquement pas de gériatres. Excusez-moi. Moi, en ce moment, je peux vous dire, 5700 postes de prof de médecine, 47 en gériatrie. Bon. Donc, la reconnaissance de l'acte intellectuel, mais je critique personne. L'évolution a été telle que progressivement, on a dévalorisé cette activité intellectuelle. Or, l'activité de synthèse est une activité clé du médecin généraliste, comme pour celui qui a une responsabilité dans la prise en charge du malade. Alors, je ne dénie pas l'importance de la reconnaissance de l'acte, etc., y compris pour les chirurgiens, parce que je pense que ma remarque, elle est aussi valable dans la reconnaissance de cette activité, je dirais, de la reconnaissance financière, et pour les spécialités médicales aussi. Mais c'est un vrai sujet qui est crucial pour notre discussion. Et l'argument, me semble-t-il, mais ça c'est une opinion de ma part, de dire que on fait abstraction de tout ça parce qu'on a des difficultés financières, ça règle rien du tout. Hein, voilà. Alors, c'est vrai que je passe au deuxième point, je vais surtout insister sur la partie, je dirais, de l'évolution du métier et de la formation, puisqu'on en a un tout petit peu parlé. Alors, pourquoi je suis intéressé à ça? Vous me rajeunissez, si vous me permettez. Parce que vous le savez peut-être pas tous, mais avant d'être médecin et interniste, j'ai été kiné. Et j'ai exercé la kinésithérapie libérale quelque temps. Donc, j'ai vécu parce qu'on m'a obligé à repasser par la première année de médecine. Voilà. Donc, et actuellement,
je m'occupe, alors je suis chargé de mission, pour être plus précis que l'a dit Pascal tout à l'heure, je suis chargé de mission pour les métiers de la santé auprès de Mme Fioraso. Mais c'est uniquement limité à ça, et pour ça que j'ai l'opportunité, la chance de rencontrer les jeunes de temps en temps, et je trouve que c'est très important qu'on puisse essayer de faire ce lien-là. Mais c'est surtout au titre de ma responsabilité de chargé de mission auprès des 4 ministres qui sont succédés à la santé, où j'ai travaillé sur la reconnaissance des métiers et des compétences des professionnels de santé au sens large. Donc c'est surtout de ça dont je vais parler dans les métiers. Alors simplement, ma première remarque, elle est d'ordre sémantique. Vous avez vu tout à l'heure, hein, le management, la gestion, tout ça, il y a des confusions. Il faut se mettre d'accord sur les mots. Et je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça. Il faut distinguer les activités. Vous êtes professionnel de santé, vous avez une spécialité médicale ou chirurgicale, vous êtes orthophoniste, vous faites des activités, vous avez des activités. Et tout ça, moi je l'ai appris d'ailleurs avec Guy Le Boterf, avec qui j'ai travaillé. Toutes ces activités, ou une bonne partie d'activités, comme pour le généraliste, ça constitue le métier de généraliste. Mais pour exercer ce métier, que vous soyez kiné, orthophoniste ou généraliste, il faut qu'on vous donne les compétences, il faut que vous puissiez acquérir ces compétences. Et donc, il faut formaliser ces compétences. Et là, encore dans les compétences, je ne suis pas grand clair que de vous dire, il y a les savoirs, le cortex préfrontal, il y a le savoir-être, il y a le savoir-faire. Bon, tout ça, c'est classique. Dans le monde de l'industrie. Mais en médecine, qui en parle? Donc ça, il est nécessaire qu'on puisse décliner ces compétences requises. Moi, c'est ce que j'ai énormément apprécié avec les différentes spécialités médicales, mais aussi avec les sages-femmes, avec les chirurgiens dentistes, etc. C'est la même démarche. Et donc, in fine, ce diagnostic-là vous conduit à formaliser un corpus de formation. C'est-à-dire, vous élaborez sur plusieurs années les compétences que vous devez acquérir pour exercer ce métier. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, je donne deux arguments. Un, la formation aujourd'hui, elle est dans les mains institutionnelles des doyens. Eux savent. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas doyen. Alors, petite parenthèse, j'ai le grade d'équivalent de doyen. Je suis le seul doyen d'un institut universitaire de profession paramédicale à Lyon, où il y a 1200 étudiants. Mais je vois très bien, je suis un sous-nain intellectuel. Hein? Voilà, bon, bah, j'ai acté, d'accord. Donc, là, les doyens ont la connaissance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Munis de leur corps d'enseignants, ils vont vous gérer et décliner la formation pour qu'elle soit la meilleure possible. Mais je suis désolé, je peux vous dire, parce que je l'ai fait avec 16 spécialités médico-chirurgicales, ça n'est pas vrai. La démarche logique, c'est de formater le métier, c'est de formater les compétences requises, et vous verrez, je vous donne 2-3 exemples, et vous en connaissez comme moi, et en fonction de ces compétences, vous déclinez la formation. Alors, je vous donne 2-3 exemples. Je vous ai dit, les métiers de la santé, j'ai fait ça pendant 3-4 ans, donc j'ai essayé de comprendre tout ce qui se passait, les chirurgiens sages-femmes, chirurgiens dentistes, et puis j'ai énormément apprécié, ça m'a donné l'occasion de rencontrer pour la première fois Patrick Gasser pour formaliser le référentiel des gastro-entérologues. Bon, bref, je passe, mais c'était intéressant sur le plan social, institutionnel et professionnel, parce que je l'ai fait avec les ordres, je l'ai fait avec les fédérations d'hospitalisation, j'ai fait avec les syndicats, les différents groupes. Il n'y a pas eu de problème, pour une raison simple, c'est que l'objectif était clair, il était professionnel. Alors, je continue rapidement. Je passe là, gynéco-obstétrique, je vais vous dire pourquoi je vous en parle. Pour les référentiels des chirurgiens, ils sont tous sur le site de l'Académie de chirurgie. Hein. Paradoxalement, cette noble institution, que je considérais un peu parfois dotée d'une couche superficielle de poussière, est prodigieusement progressiste et réformiste. Hein. Donc vous avez ça sur le titre. Et la question d'ailleurs est de savoir comment, pour les chirurgiens, parce qu'ils assument ce rôle-là d'encadrement des plus jeunes, ils peuvent, je dirais, formaliser cette démarche-là. Alors, là, je vous montre ça, je pensais vous en dire 30 secondes. C'est le référentiel métier-compétences de 3 métiers qui, dans le temps, se sont succédés avec moi. C'est 1, les généralistes, 2, les sages-femmes, 3, les accoucheurs. Quelle ne fut pas ma surprise quand, il y a 2 ou 3 ans, les généralistes et les sages-femmes sont venus me voir, pas ensemble, mais simultanément, pour me dire, finalement, vous avez vu nos textes qu'on a écrits, il y a des actes qui sont faits par le généraliste, mais que la sage-femme fait, et que les accoucheurs font en partie, mais pas totalement. Donc il y a des actes communs, il y a des activités communes, il y a des compétences communes qu'on devrait avoir, mais on les a pas. Donc ça serait intéressant de publier nos référentiels ensemble, parce qu'on a un travail pour la suite à faire, qui effectivement, qui aboutit, in fine, à la reconnaissance sociale. Si l'acte est le même, qu'il soit fait par un professionnel ou 2 professionnels, comment se fait-il que la reconnaissance sociale fait que des tarifs de remboursement sont différents? Ça, c'est des vraies questions. Je n'ai pas la réponse. Alors,
là encore, je termine parce que pour moi, le sujet que vous traitez et dont on parle aujourd'hui, il peut s'approcher de manière variable, mais les représentants des associations et des patients, c'est eux qui vont nous faire bouger. Parce que nos petites démarches collectives, jugeant, établissant la meilleure formation possible, c'est des discussions internes, je dis pas corporatistes, mais potentiellement qu'ils sont. Là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que votre médecin est à la hauteur? Il y a un médecin généraliste que j'avais connu en son temps, il y a 7-8 ans, qui a écrit un bouquin pour savoir sur quels critères, monsieur, madame, vous devez choisir votre médecin généraliste. Bon. Donc là, regardez ce qu'on évoque, la qualité d'écoute, l'équipement, son diagnostic, ses compétences. Alors, ce sont des mots. Mais là, j'ai retrouvé dans mes archives la revue la couverture d'une grande revue américaine du Texas. Eh bien, dans cette revue annuelle, vous avez la description des 572 médecins les meilleurs à Dallas. Et là, je vous donnais comment ça ressort à l'intérieur. Hein. Madame Jane Admire, eh bien, elle se présente, elle est, je crois, ORL, certains se reconnaîtront par la proximité, et vous avez la description. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais en tout cas, c'est une préoccupation sociale, et un jour, on viendra à ça, et vous le savez bien. Alors, là encore, vous voyez, si vous lui faisiez passer une check-up, hein. Alors, là, on peut discuter, mais c'est un point de sémantique que j'ai eu l'occasion de discuter avec le Conseil national de l'ordre antérieurement. Regardez le terme de compétence. Moi, je vous l'utilise au terme industriel, au terme classique du terme. Quand vous regardez le vocabulaire de l'ordre des médecins, et je ne critique pas, je ne conteste pas ça, le mot compétence n'est pas utilisé dans le sens où la société l'entend. Hein. Et c'est simplement de voir que les mêmes mots peuvent avoir des significations différentes en fonction des institutions, sans remettre en cause la légitimité de ces institutions. Donc là, dans le terme de compétence, au sens, j'allais dire, social du terme, en tout cas, on a publié ça avec Maisonneuve dans le BMJ en son temps. Vous avez une compétence parce qu'on vous donne un diplôme, a priori, vous sortez de l'université, vous devez savoir faire quelque chose. 2, ça procède que pendant votre vie professionnelle, vous devez avoir une formation continue de bon niveau, enfin une formation continue même tout court, une activité professionnelle, parce que n'oubliez pas aujourd'hui que certains praticiens peuvent voir des malades sans voir de malades. N'oublions pas ça. Hein. Donc, quand je dis ça, c'est pas du tout une critique, c'est notre responsabilité collective qui est engagée pour faire en sorte qu'on maîtrise ça. Et puis un mécanisme de mise en œuvre de revue de ces pratiques et par les pairs. Je ne fais pas de commentaires sur la complexité potentielle qu'on peut générer autour de tout ça. Mais en pratique, les choses sont partagées sur le plan international. Quand je vous dis ça, c'est que l'UEMS, vous le savez, est en train de structurer ce que, en tout cas en France, on n'a pas la possibilité de le faire. Et à titre indicatif, je suis invité régulièrement par les collèges anglo-saxons. Je n'ai pas voulu y aller aujourd'hui parce que je suis incapable de présenter le système français. L'an dernier, j'y suis allé. Et je devais parler avec un doyen de médecine qui n'y est pas venu et il ne s'est pas excusé. Alors, là encore, je reviens. Je vous ai mis les sites. Hein. Allez voir sur le site de l'American Board of Medical Specialties. En pratique, c'est très simple. Je suis pédiatre. Je ne peux pas exercer la pédiatrie aux États-Unis si je n'ai pas l'avis du directeur médical de mon hôpital sur ma probité, toutes mes qualités, etc. Et 2, si je ne suis pas recertifié par mon board. Et là, ça se fait en ligne, en direct. Moi, j'ai fait ça pour la médecine interne. J'ai été étendu au 5e QCM. Parce que je vois plus de malades. Mais en tout cas, il m'aurait arrêté tout de suite. Donc, ce que je veux dire, on est dans un concert de réflexion internationale. Alors, bon, pour terminer, l'évolution des métiers, je vous l'ai dit. Là, je vous ai mis une prothèse. On met 500 000 prothèses de genoux en ce moment, en France. La plupart sont des prothèses naviguées. Là, je vous ai mis des stents. Je veux dire, on a révolutionné la pratique de la pathologie coronarienne. Tout à l'heure, Patrick nous a parlé de la myosynthèse. Donc, on a des progrès fantastiques. On voit très bien que le métier change, y compris dans la manière de ses habitudes gestuelles. Hein. Tout ça évolue beaucoup. Bon. Alors, pour terminer sur les métiers, puis j'ai une diapo sur la formation. Moi, je suis assez fasciné par notre organisation sociale française. Et là, je ne peux pas m'empêcher parce que je connais assez bien le sujet. J'ai fait faire plein de thèses sur la question. J'ai beaucoup travaillé avec les anglo-saxons. Pour moi, la filière de la vision est prodigieuse. On disait tout à l'heure à table, moi à Lyon, c'est 6 à 8 mois d'attente pour l'ophtalmo. Alors à Paris, je sais que privilégié, hein, c'est normal, c'est entre 8 jours et 3 semaines. Là, on m'a dit ici que c'était plutôt de l'ordre de quelques mois. Bon. Dans ce contexte-là, nous, on a 4 métiers qui sont concernés par la filière. Pardon, excusez-moi, c'est 3 métiers. Les ophtalmos, on sait. Hein. L'orthoptiste, on sait aussi.
Je dirige l'école d'orthopsie à Lyon. Et les derniers opticiens-lunetiers, vous y allez tous, on y va tous. Bon. Paradoxe de la France. L'optométrie. L'optométrie, c'est un diplôme délivré par l'université française. 5 ans, master. Diplôme. On est le seul pays européen avec le Portugal à ne pas reconnaître le diplôme au niveau du système de santé. Alors que si vous êtes allé aux États-Unis ou au Canada, l'optométrie, vous envoyez dans la rue. Hein? Vous pouvez rentrer chez l'optométriste. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a la notion de métier pour les médecins, il y a la notion de métier pour les paramédicaux. Il y a la notion de reconnaissance et de jeu d'influence institutionnelle entre l'université, là pour tout dire, parce que je le vis en ce moment, je peux le dire, c'est les luttes d'influence entre les ministères. Ministère de l'enseignement supérieur, ministère de la santé. Mais j'ai eu la chance de travailler sur les métiers du domicile des personnes âgées et handicapées. C'est pire. C'est pire. Donc on a un effort collectif de compréhension de la situation et d'analyse pour voir comment on peut progresser et pour essayer de trouver des solutions astucieuses. Là, si vous me faites un peu boire du whisky ce soir à 20h, je vous raconterai l'histoire de l'élimination des optométristes. Il y a des raisons à tout ça. Hein. Donc il faut comprendre ça pour essayer de progresser. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, qu'il faut les reconnaître demain matin, mais je dis que c'est une vraie question. Alors, pour terminer, je voulais vous parler de la formation, parce que c'est un des rôles que je suis en train de développer, en particulier avec les jeunes, c'est essayer de voir comment on peut compenser le constat unanime aujourd'hui, c'est que la première année de médecine est une stupidité intellectuelle, sociale, psychologique et organisationnelle. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais personne ne sera d'accord pour savoir ce qu'il faut faire. Bon, donc je reviens là-dessus. Il y a un vrai problème sur la sélection, les modalités, le numerus clausus. Là, je vous l'ai mis ici, mais comme ça, je suis désolé, à 7h ce matin, j'ai pas été capable de transformer et de rendre lisible le titre du quotidien du médecin d'un article, enfin d'une réponse d'avril 2013, qui est numerus clausus, arrêtez le massacre. Hein, signé Gérard Lévy, ancien conseiller technique de Bernard Kouchner, qui pose la question qui a été posée ce matin. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Bon, je réponds pas à la question, naturellement. En tout cas, merci, ça obligera nos confrères à s'abonner. Alors, la deuxième chose qu'il faut réformer, c'est le cursus de formation. On a tous entendu tout à l'heure. Moi, je me bats pour ça, mais il faut qu'on soit plusieurs. Comment peut-on imaginer qu'un médecin formé en fin de cursus et de deuxième cycle n'ait pas une seule heure de cours de droit, pas une seule heure de cours de gestion, pas une seule heure de cours d'économie? Je vous dis ça parce que j'ai eu la chance de faire un DEA de droit. Je ne suis pas juriste, mais j'ai compris que les médecins étaient sur une autre planète. Comment voulez-vous qu'ils comprennent si un recours d'un malade contre eux, la distinction d'une juridiction civile, pénale, administrative, c'est incompréhensible. Donc là, vous envoyez quelqu'un à l'abattoir. Donc, là, il y a un vrai sujet. On dit, la sélection, les premières années, c'est quoi ? C'est la biologie et c'est la philo. Là, on a les philosophes un peu de partout qui nous expliquent comment assurer la fin de vie, comment tenir la main du malade, et puis être bien sûr qu'on ne projette pas sur le plan psychologique des choses négatives. D'accord ? Mais par contre, là, ce que je vous dis, c'est management, rien. Le droit, rien. Alors si, le droit, si, je suis un peu caricatural, me diraient les jeunes. Le droit, il y a des notions de droit. Elles sont données par des médecins légistes. Moi, j'ai plein de copains qui sont légistes. Hein. Il me semble que leur seule compétence, ils n'ont pas de cursus de droit, c'est de savoir faire une autopsie. Alors, je suis un peu caricatural, mais c'est pas totalement faux. Alors, le CN... Ou par des médecins de la Sécu qui viennent faire un peu de droit. Je ne fais pas de commentaires. Alors, après, il y a le problème de l'ECN et l'internat. Là, le 5 juin 2013, il y a une grande séance, je trouve que c'est intéressant, à l'Académie de chirurgie, pour voir comment, pendant l'internat, on peut assurer un accompagnement plus efficace, plus proche des jeunes internes. Et je trouve que c'est une belle réflexion. La spécialisation, pareil, changement de filière, on en a parlé. Hein, moi, je vous dis, je suis interniste, Rachel Bochet est psychiatre. Est-ce que demain, si on fait... ou vous êtes chirurgien, vous vous cassez la main, vous avez un problème, comment vous évoluez? C'est des vrais sujets. Donc, le suivi de la compétence, le suivi de la formation, l'accompagnement sur le plan professionnel est fondamental là-dessus. Donc voilà, j'ai presque tout terminé pour la formation. Simplement, je voulais dire que dans le cadre de la loi qui est présentée là au Parlement et au Sénat, il y a un article 32 sur lequel, avec Lionel Collet et la ministre, on souhaiterait faire des expérimentations sur la réorganisation du concours de première année, voire des 3 premières années de médecine, et y compris de faire peut-être des innovations sur la partie des formations paramédicales. Hein, voilà. Donc ça, c'est en cours de discussion. Je ne sais pas si ça va aboutir, mais en pratique,
En tout cas, je perçois qu'il faut qu'on fasse des efforts collectifs pour essayer de transformer, parce que ça passe. Nos questions passent par l'ouverture et la réflexion collective autour des métiers, et ça, c'est très fondamental. Merci beaucoup. Reste avec nous. J'aimerais bien que nos amis, on t'applaudit, que nos amis dialoguent. On a encore 10 minutes de débat. Que nos amis dialoguent avec toi, et notamment d'ailleurs peut-être Monsieur Guerrier ou Monsieur Nicodème. Excusez-moi, je fais très attention de ne pas mélanger les Nicodème. Répondre un peu dialogue avec toi sur ces questions-là. Dis-moi, je voudrais te poser une question, malgré tout, sur la présentation du professeur Nicodème ce matin, et notamment toi qui est probablement, je le redis, est un de ceux qui a le plus réfléchi, peut-être avec Berland et quelques autres, sur ces problèmes de démographie médicale. Est-ce que tu confortes les chiffres qui nous ont été donnés, dont le fond, pour faire court, à peu près un tiers des médecins, d'abord, en tout cas, le nombre de médecins diplômés exerçant en France, c'est 60%, si on fait court, des médecins français en exercice, à peu près ce que vous avez dit. Ce que vous avez présenté, c'est sur une période de référence qui est de 4 ans. 4 ans, oui. Non, mais d'accord, ok. Non, mais pour simplement, comme il y avait beaucoup de chiffres, si on devait à peu près avoir une idée toute simple, c'est-à-dire qu'à mon avis, c'est 60% de médecins français diplômés de nos universités qui exercent. C'est à peu près ça. Les autres étant étrangers ou... Oui. Quel est le sentiment? Qu'est-ce que ça te donne comme réflexion? Le constat, il faut déjà être d'accord sur le constat. Et ce matin, par exemple, on parlait de la démographie des infirmiers, par exemple. Je veux dire, je ne suis pas sûr qu'il y ait un constat unanime, à la fois des institutions et des organisations professionnelles, sur la réalité de la démographie infirmière. Je pense que c'est à pondérer. Il y a des points de vue différents. Il faut tenir compte de la durée de vie professionnelle, entre guillemets, durée de vie professionnelle d'une infirmière. Je pense qu'elle est très courte par rapport à celle des médecins, par exemple. On a effectivement tenté d'ouvrir les portes avec des infirmières qui avaient des diplômes extra-hexagonaux. C'est pas toujours facile. Ce que je peux vous donner, je peux vous donner d'autres chiffres, c'est que, par exemple, l'an dernier, pour les kinésithérapeutes, il y a eu plus d'autorisation d'exercice de la kinésithérapie pour des personnes qui avaient un diplôme extra-hexagonal que des kinés français. Moi, je gère mon institut de kiné. Quand j'ai fait kiné, on était 150 par promotion annuelle. Là, ils étaient à 62 à Lyon. J'ai réussi à faire monter après 50 batailles au forceps pour arriver à sortir le bébé à 75. C'est-à-dire que j'ai pu faire augmenter de 13, mais vraiment parce que j'ai vraiment négocié fort. Donc on voit très bien, mais moi quand dans le même temps on me dit la commission à l'ARS qui reconnaît les diplômes extra-français, il y a un nombre d'individus qui avaient exercé qui est plus élevé que le nombre d'étudiants kinés lyonnais, je trouve ça, en tout cas ça mérite question. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Oui, alors, Pierre? Alors, vous avez... bon, déjà, je suis en accord avec 90% de vos constats, sur des choses notamment sur l'attractivité de la médecine générale. On n'a pas exactement la même interprétation, mais sinon, c'est un grand nombre de constats qu'on partage. Vous avez relevé 5 points dans la formation, alors on pourra débattre pendant des heures sur ces 5 points, mais vous avez cité l'article 22 de la loi d'orientation. Donc globalement, alors je me doute qu'on est un petit peu les deux seuls à avoir suivi ce dossier ici, mais globalement il y a deux options, c'est soit une entrée 3, excuse-moi. Donc il y a soit une entrée par licence, donc des étudiants qui auraient validé une licence en ayant fait option santé et qui rentreraient par cette licence avec des licences extrêmement variées, ou une anticipation très forte de la sélection qui se passerait. Alors au début c'était avec une sélection précoce, là on part sur quelque chose, une sélection à 8 semaines, mais quoi qu'il en soit, la volonté de sélectionner beaucoup plus tôt.
Donc la première question, vous vous doutez que vous n'y couperez pas, c'est quelle est votre position là-dessus, hein. Vous connaissez la nôtre qui est fermement opposée à la sélection à l'entrée, en cela qu'elle est contre l'égalité des chances et qu'elle reporte le poids de la préparation privée au lycée, et qu'elle on peut pas sélectionner un bon médecin en sortie de lycée en se déterminant sur lui dans 11 ans ce sera un bon médecin. Voilà pour 3 de la centaine d'arguments que je pourrais vous exposer là-dessus. Et sur l'autre projet, voilà, quel est votre point de vue par rapport à ça? Oui, alors c'est des questions qui sont en cours d'élaboration. Hein. Je veux dire, il faudra déjà savoir si on maintient par la loi et son adoption par les 2 assemblées de la possibilité d'expérimenter, ce qui est pas du tout, ce qui est probable, mais c'est pas certain. Deuxièmement, moi, si vous voulez, ce que je ressens, c'est qu'il faut éviter les confusions. Entre autres, la confusion, parce que je la vis, vous comprenez aisément pourquoi. La confusion, en tout cas sur la notion juridique des métiers médicaux et paramédicaux, me paraît à éviter. Il ne faut pas confondre. Hein. Et entre autres, le maintien de la filière d'accès pour les kinés, qui ici ou là passe par la première année, je pense qu'il faut clarifier à la fois pour eux et pour tout le monde. Bon. Deuxièmement, moi, ce qui me paraît important, c'est qu'on ait un mode de sélection qui n'élimine pas, qui n'entraîne pas une élimination trop dure, parce que c'est violent. Moi, j'ai vu des étudiants, c'est un prof de subdeco qui m'a dit, mais moi, j'ai jamais vu un truc aussi violent, votre sélection en première année. Alors, je dis, ah bon? Il me dit, ah oui, c'est très violent. Il me dit, vous êtes le seule structure à l'université française où vous souhaitez la mort du copain. Alors, il forçait un peu le trait aussi, hein. Mais c'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux. Donc, attends, on est dans une filière de santé, non? On peut trouver d'autres modalités. Donc, moi, je suis d'accord avec le fait, il faut trouver d'autres modalités. Moi, personnellement, je sais qu'au sein du cabinet, il y a les tenants des deux alternatives que vous avez fait. C'est-à-dire, soit par une licence, et on essaie d'ouvrir le plus possible, soit par un système qui, dès la 8e, alors j'ai fait rajouter, ou la 10e semaine, permettrait de... Bon. Moi, ce que, j'ai pas vraiment d'après, je voudrais qu'on trouve 1 ou 2 ou 3 expérimentations qui ouvrent un peu, qui ne ferment pas trop et qui donnent un peu d'oxygène au truc. Voilà, tu ne crains pas qu'une fois encore des expérimentations, alors, oui, et puis alors oui. dans 20 ans, heureusement, Jean-Paul nous réinvitera à la grande motte, mais on sera toujours dans les mêmes débats. Oui, mais c'est difficile. Moi, je suis assez fanatique du système américain avec un système de présélection de 3 ans d'orientation progressive. Hein. Ce qui nous évite, moi, c'est ma perception de leur système. Je trouve qu'il est bien meilleur, il est moins violent que nous. Et moi, quand j'étais à McMaster, par exemple, j'étais surpris de voir quand vous rentrez pas en médecine à McMaster ou Toronto, si vous n'avez pas fait 3 ans d'autre chose après votre cursus académique. C'est-à-dire qu'on vous prend après avoir exercé quelque chose, un métier, un travail. Hein. Vous rentrez pas directement sur une voie qui est potentiellement, qui peut être une voie de garage. N'oubliez pas que le taux de suicide chez les étudiants en médecine est un des plus élevés dans les filières universitaires. 2 fois plus. Alors, hein. Pierre, un commentaire et une dernière question, si vous voulez. Toi, je réponds pas trop à la question, mais moi, je voudrais garantir l'ouverture. Hein. Oui, non, et pour vous appuyer un petit peu, nous, au contraire, on est sur le sujet, est-ce qu'il faut faire des expérimentations ou pas? On est content que, pour une fois, on n'ait pas un ministère qui nous dise la solution, c'est ça, et ça va marcher partout. C'est le côté positif de ça. Voilà, je rejoins aussi la remarque de Pascal. Est-ce que, alors s'il n'y a pas de question, je la pose la dernière, est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'il y a vraiment, toi qui as une carrière, en tout cas qui a une expérience de ce qui se passe à l'étranger, international, que franchement le manque le plus criant de ces formations, c'est cette carrière, enfin cette connaissance de ce qui se fait ailleurs et d'avoir, comme dans les autres universités ou grandes écoles, après tout c'est comparable, d'avoir 1 année de césure, même 2 années de césure, enfin qu'ils aient une culture internationale qui leur permettra de mieux s'adapter. Pourquoi on n'y arrive pas? Moi, de toute façon, je dis toujours la même chose. Quand je vois un jeune, je dis allez voir ce qui se fait ailleurs, quoi. Est-ce que c'est une aspiration que je vous dis pas auriez? Que la vérité s'y trouve, mais je veux dire c'est une ouverture, c'est tout. Hein, c'est ça que tu fais. Alors, au sujet de l'ouverture internationale, on a la chance à l'ANEMF de faire partie de l'IFMSA, qui est la Fédération internationale des associations étudiantes en médecine, et qui organise le plus gros programme d'échange étudiants extra-gouvernemental du monde. C'est-à-dire qu'on fait partir des milliers d'étudiants en échange bilatéral, donc un étudiant d'un pays qui va loger chez l'étudiant qui est chez lui. Voilà. Donc oui, on a cette ouverture-là. Alors on a quelques soucis puisque toutes les facultés ne reconnaissent pas encore ces stages comme validants. Donc les étudiants les prennent sur l'été, ce genre de choses, alors qu'il y a une vraie pédagogie. On a des cas un petit peu particuliers de doyens qui estiment que leur formation c'est la meilleure du monde et qu'un étudiant qui part ailleurs, il sera forcément moins bien formé.
où qu'il aille, il sera forcément moins bien formé parce que moi, chez moi, c'est mieux. Donc, on a ce problème-là. Mais oui, il y a cette volonté d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Alors, ça peut être dans un autre pays, mais ça peut être également dans un autre domaine. Et ce genre de choses, la question des doubles cursus. Et pour autant, les doubles cursus sont nécessaires dans le cadre de la recherche. Quand on veut faire une carrière hospitalière universitaire, il faut l'avoir fait. Mais on nous le dit en général trop tard. Donc oui, mais il y a ce besoin d'oxygéner et d'ouvrir un petit peu la formation médicale. Alors, je veux juste compléter, excusez-moi, je veux juste compléter ce que disait Pierre. L'accessibilité pour partir à l'étranger, on l'a quand on est étudiant, on l'a quand on est interne, mais on l'a plus quand on est chef de clinique. C'est très compliqué, il y a plus d'années recherche. On peut partir ce qu'on appelle en mobilité, mais ça cloisonne les gens qui ont une prospective hospitalière universitaire très franche et sous-tenter d'obtenir des bourses de recherche. C'est très difficile à l'heure actuelle de se faire aider par l'hôpital ou par les universités pour partir une fois qu'on a eu l'internat. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut... Vous aurez remarqué que, voilà, à point nommé 13h, donc c'est 13h, vous aurez remarqué que l'on n'a pas refusé l'affrontement des idées, même si ça n'a pas été la corrida. Et je crois qu'on a un plaisir.